Bienvenue au royaume des pharaons. L'Égypte, ses pyramides et ses rois mythiques n'en finissent pas de nous fasciner, ni de nous livrer leurs secrets. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en exploration à travers les dynasties d'Égypte afin de découvrir ces structures fascinantes et énigmatiques, autrement appelées les pyramides. De la première pyramide de Djoser, nous voyagerons à travers le temps jusqu'à l'abandon de ces tombeaux royaux à l'aube du Nouvel Empire. Avant de découvrir la fabuleuse histoire de ces ensembles monumentaux de l'Égypte antique et les mystères qui les entourent, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à tous et bon visionnage. Remontons au tout début de l'histoire de l'Égypte ancienne. Située aux portes de l'Afrique, l'Égypte est bordée à l'est par la mer Rouge et au nord par la mer Méditerranée. Ce royaume est traversé du sud au nord par un long fleuve de 6670 km, le Nil. Au-delà de ses rives s'étend un impitoyable désert dominé par un soleil de plomb et parcouru par des vents de sable brûlant. C'est le long de ce fleuve nourricier que la civilisation égyptienne s'établit plus de 3000 ans avant JC. Nous sommes à la période prédynastique, environ 31 siècles avant notre ère, à l'aube de la fondation de la civilisation égyptienne. L'Égypte est alors divisée en deux territoires, la Basse-Égypte, située au nord du pays, puis la Haute-Égypte, localisée au sud. La configuration géographique de l'Égypte a, dès les premiers temps, conditionné le peuplement en attirant le long du Nil et de la vallée les populations nomades cherchant des conditions de vie moins précaires que dans le désert. Les paysages antiques ressemblaient fortement à celui d'aujourd'hui et se composaient du Nil, des terres irriguées et du désert. La terre fertile était nommée Kémet, la terre noire par les anciens Égyptiens, en référence au limon déposé lors des crues du Nil, et le désert était appelé Nicheret, la terre rouge. Certaines régions n'appartenaient ni à la Haute-Égypte ni à la Basse-Égypte. C'est le cas du Fayoum, situé au bord du désert libyque et relié au Nil par un bras secondaire. Les oasis étaient tous situés dans le désert libyque et étaient reliés entre eux par des pistes dont la gestion dépendait du pouvoir royal. Une autre région n'appartenant ni à la Haute ni à la Basse-Égypte, le Sinaï, une sorte de zone tampon qui permettait de protéger la vallée du Nil des incursions venant de l'Est. Et bien sûr la Nubie, qui n'était pas à proprement parler une région d'Égypte, mais une zone avec laquelle l'Égypte eut toujours de bonnes relations militaires et commerciales. La barrière rocheuse sur le Nil, située près de la ville d'Assouan, a souvent servi de frontière naturelle entre l'Égypte et la Nubie. Le Nil était le pilier central de la vie en Égypte et en était également le régulateur grâce au phénomène naturel de la crue qui provoquait la montée des eaux et assurait le dépôt d'une couche de limon fertilisant sur les terres agricoles. Tout retard de crue ou toute crue de faible intensité entraînait la famine car le Nil était le fleuve nourricier. Le climat antique était proche du climat actuel avec d'importantes variations de température entre le nord et le sud. Une chaleur quasi constante, une grande sécheresse et une amplitude thermique entre le jour et la nuit. Le climat était l'une des principales préoccupations des anciens Égyptiens pour l'alimentation en eau dans la vie quotidienne. La dynastie 1 apparaît lorsque le féroce guerrier Narmer, souverain de la Haute-Égypte, prit le pouvoir sur le nord, fusionnant ainsi ces deux couronnes en un royaume unique. La saga des pharaons qui se relayeront durant 31 dynasties vient de commencer. Ces demi-dieux gouvernent l'Égypte ancienne de 3150 jusqu'en 332 avant JC. Le mot pharaon signifie belle et grande maison. Coiffé d'une longue couronne, symbole éminent de sa royauté, il tient entre ses mains deux accessoires d'apparat à croiser sur sa poitrine, un fléau et une houlette. Sa mission est de gouverner, de protéger et de subvenir à la sécurité et aux besoins de son peuple. La période Tinnite, autrement nommée époque archaïque, correspondant à la dynastie 1 et 2, s'étend de 3150 à 2686 avant JC. Son nom provient de la ville de Tinis, berceau des premiers pharaons. Ensuite, à l'unification du royaume d'Égypte, Narmer fonde la première capitale. Elle porte le nom de Memphis, initialement nommée le Mur Blanc,
en référence à ces murailles recouvertes de calcaire blanchâtre. Centre politique et religieux important, elle conserve sa place de première ville d'Égypte jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, période de la création des premières pyramides. Nous sommes en 2600 avant JC, durant le règne du pharaon Djoser. Cette période prospère de paix est propice à de grands travaux. La société progresse, l'art se développe, tout comme l'architecture, la sculpture et les sciences. Les pharaons se succèdent et reposent dans des tombeaux communément appelés des mastabas. Ces immenses édifices rectangulaires en briques sont bâtis le long du Nil, face au soleil couchant, dans la nécropole de Saqqara. Chaque mastaba regroupe une chapelle destinée à recevoir les offrandes, accompagnant le pharaon vers le royaume des morts. Une salle accueille une statue du défunt et un puits mène à la chambre funéraire où l'on dépose le sarcophage. Le pharaon Djoser est entouré de hauts fonctionnaires d'État. Parmi eux, un homme du nom d'Imhotep cumule plusieurs fonctions. Il est en même temps chef de l'administration royale, architecte en chef, grand prêtre, responsable de la justice et médecin du roi. En charge de construire le complexe funéraire de son pharaon, une idée novatrice surgit de son esprit. Transformer un mastaba en une structure à gradins. Ainsi naquit la première pyramide en degrés. Cette construction fut possible grâce à une invention phénoménale dans l'architecture, l'utilisation de la pierre de taille. Ainsi commence l'incroyable chantier du complexe funéraire du pharaon Djoser. Orienté suivant les 4 points cardinaux, de forme rectangulaire, son étendue est démesurée, 270 mètres de large sur 540 mètres de long. Il est entouré d'un haut mur d'enceinte à redans de 10 mètres de haut, bâti de pierres calcaires et comprend 211 bastions ainsi qu'un chemin de ronde. On pénètre à l'intérieur du complexe par une unique entrée de 3 mètres de haut située au sud-est de l'enceinte. Celle-ci donne sur un couloir long d'une vingtaine de mètres et haut de plus de 6 mètres, rejoignant une première grande cour située au sud permettant de se rendre à la chapelle de la fête Sed. Cette fantastique cérémonie célèbre le jubilé royal de la 30e année du règne du pharaon. Durant celle-ci, le roi démontrait physiquement qu'il était toujours apte à assurer le pouvoir. En plein centre du complexe, l'exceptionnelle pyramide à 6 niveaux pointe son sommet à 62 mètres de hauteur, soutenu par le mastaba mesurant 121 mètres sur 109 mètres. Un puits central, creusé au centre de la pyramide, accueille le sarcophage royal. Du fond de celui-ci s'étend un réseau de galeries desservant les caveaux funéraires de la famille royale. Une seconde cour rejoint le temple funéraire où l'on préparait le corps du pharaon après son décès. C'est à partir de ce temple que l'on accède au tombeau royal et aux galeries souterraines de la pyramide. On trouve également une pièce close nommée le Serdab. Cette petite salle accueille une statue du pharaon assis. Sur le mur lui faisant face, 2 trous sont percés, lui permettant de regarder le monde des vivants. À l'ouest de la pyramide, on distingue un immense massif creusé de nombreuses salles, alors qu'à l'est, le pavillon sud communique avec le pavillon nord. La pyramide de Djoser se révèle être la première pyramide du monde. Sekhemkhet, le successeur de Djoser, entreprit de bâtir au sud-ouest de Saqqara un complexe funéraire semblable à celui de son père. La durée de construction d'un tel chantier durait approximativement 20 ans. Il fut alors abandonné après la mort prématurée du roi qui régna uniquement que 6 ans. De nos jours, on ne peut percevoir que les vestiges des premières rangées des blocs de calcaire s'élevant à 7 mètres de hauteur. À l'aube de la 4e dynastie, s'ensuit la phase des pyramides provinciales. Elles portent ce nom car leurs édifications se firent dans les provinces de l'Ancien Empire, contrairement aux pyramides à degrés bâties dans des nécropoles proches de Memphis. Les égyptologues ne savent pas quels pharaons commandèrent la construction de ces tombeaux funéraires. Ils supposent qu'il s'agit des pharaons Houni, le dernier roi de la 3e dynastie, ou Snéfrou, celui du début de la 4e.
À ce jour, on dénombre 8 pyramides provinciales, dont l'une d'elles a disparu. Parmi ces 8, la pyramide de Seyla. Grâce à une stèle trouvée à proximité de cette pyramide, mentionnant le nom de Snéfrou, les archéologues purent identifier sa période de construction. Le peu de documents concernant ces pyramides provinciales laissent penser qu'il s'agissait de pyramides de culte ou tout simplement à vocation de rappeler la puissance royale au peuple des différentes provinces. Quoi qu'il en soit, elles introduisent la période de tentative de construction des pyramides à face lisse. C'est durant le règne du pharaon Snéfrou que furent bâties les premières pyramides ancestrales à l'étonnante pyramide de Khéops. Il s'agit de la pyramide de Médoum et de la pyramide rhomboïdale. Deux tentatives suffirent pour maîtriser la technologie de construction des pyramides à face lisse. Le premier chantier fut consacré à la construction de la pyramide de Médoum. Initialement, elle mesurait 90 mètres de haut pour une base de 147 mètres. Depuis l'effondrement de son revêtement, elle ne s'élève plus qu'à 70 mètres, découvrant son noyau central, ce qui lui vaut le surnom de fausse pyramide. Elle faisait partie d'un complexe funéraire simpliste, incluant une chapelle située contre le mur nord de l'enceinte, une pyramide satellite et un temple nommé Temple Bas. Sa construction s'effectua en 3 étapes. La première phase consista à ériger une première pyramide à 7 degrés de 65 mètres de haut, composée de 8 tranches concentriques, appuyées les unes contre les autres. Durant la seconde phase, sa taille fut augmentée par l'ajout d'un 8e degré. La troisième phase fut dédiée à la transformation des degrés en face lisse. Les égyptologues énoncent 2 hypothèses pour l'affaissement partiel de la pyramide. En premier lieu, il serait possible que le centre de celle-ci ait été construite sur de la roche, tandis que les tranches concentriques furent bâties sur du sable. En conséquence, l'ensemble n'étant pas stable, la pyramide se serait effondrée lors de la transformation des degrés en face lisse. De nombreux décombres, découverts au XXe siècle au pied de la pyramide, renforcent cette hypothèse. En second lieu, la pyramide aurait été démontée progressivement lors du Nouvel Empire pour servir de carrière de construction de la ville du Caire. Insatisfait par ce premier essai de pyramide à face lisse, Snéfrou ordonna la construction de la pyramide rhomboïdale, autrement nommée la pyramide de Snéfrou. Elle fait partie d'un complexe funéraire plus sophistiqué, rassemblant un temple haut, une chaussée ainsi qu'un temple bas. L'originalité de cet édifice se caractérise par 4 points. Tout d'abord par sa forme excentrique rhomboïdale, c'est-à-dire qu'elle est à double pente. Ensuite, elle possède 2 entrées, l'une sur la face ouest, l'autre sur la face nord. C'est la première pyramide ayant un système de fermeture à herse. Enfin, elle ne détient aucun sarcophage. Sa construction s'effectua également en 3 étapes. Elle commença par l'édification d'une première pyramide de 157 mètres de côté et de 125 mètres de hauteur, ayant une inclinaison de 60 degrés. La seconde étape consista à élargir la base de la pyramide, portant les côtés à 190 mètres avec une inclinaison plus faible. La troisième étape ne fut pas volontaire. Lorsque des fissures apparurent, alors que la pyramide s'élevait à 49 mètres, il pesa sur elle une menace d'effondrement. En conséquence, la construction se poursuivit en réduisant l'inclinaison à 44 degrés, permettant de limiter les forces exercées par la partie haute sur la partie basse. Aujourd'hui, elle se distingue comme étant la pyramide la mieux conservée d'Égypte car son revêtement est quasi total. Après ces 2 tentatives, partiellement réussies, c'est la pyramide rouge située dans la nécropole de Dachourou, au sud du Caire, qui s'inscrit comme la première pyramide à face lisse parfaite d'une longue lignée. Nous sommes au début de la 4e dynastie, durant la période de l'Ancien Empire. Les nombreuses conquêtes territoriales du pharaon Snéfrou assurent un approvisionnement successif en métaux et en pierres. Le peuple vit confortablement, la paix règne dans le royaume d'Égypte. Alors qu'il comprit les erreurs de construction des faces lisses des 2 précédentes pyramides, Snéfrou engagea un nouveau chantier pour bâtir la pyramide rouge. Elle doit son nom aux pierres rouges, riches en fer et en manganèse, prélevées dans une carrière proche du terrain où s'érige le complexe funéraire. Snéfrou voit grand, ou plutôt haut, car la pyramide rouge se monte à une hauteur de 109 mètres,
pour une base carrée de 219 mètres. Son inclinaison de 43 degrés est plus faible que les précédents monuments. Le complexe funéraire est élémentaire, se composant uniquement d'un temple haut et d'un mur d'enceinte. L'immense entrée de la face nord, haute de 28 mètres, mène un couloir descendant de 61 mètres vers une antichambre, avant d'arriver à la chambre funéraire qui ne contenait aucun sarcophage. Lorsque Snéfrou s'éteint, son premier fils, Khéops, lui succède naturellement sur le trône d'Égypte. À cette période de l'histoire égyptienne, le royaume est à son apogée. D'un point de vue économique, le pharaon développe les gisements des mines de cuivre et de turquoise du Sinaï et de Nubie, ainsi que les mines de diorite situées à Abou Simbel. Du côté spirituel, le dieu solaire Ré, créateur de l'univers, représenté par un homme à tête de faucon, est mis à l'honneur et la pratique du culte religieux prend son envol. Durant son règne, Khéops fit construire 3 monuments phénoménaux, dont la fameuse pyramide éponyme sur le plateau de Gizeh. La grandeur de ce complexe funéraire est à l'égal de la place que tient le pharaon dans la civilisation égyptienne de l'Ancien Empire. Les 2 autres édifices commandés par Khéops sont 2 temples, celui consacré à la déesse de l'amour, Hathor, l'autre dédié à Bastet, la fille du dieu Ré, déesse à tête de chat, bienveillante, protectrice de l'humanité. Le pharaon délaisse la nécropole de Saqqara au bénéfice du plateau de Gizeh pour la construction de son gigantesque complexe funéraire. C'est un plateau rocheux dominant la vallée du Nil où de nombreux tombeaux sont déjà installés. Khéops délègue la mission de construction de sa nécropole à son cousin, l'architecte Émiounou. Plus qu'un simple architecte et membre de la famille royale, il est aussi le vizir du roi, soit le second dirigeant du peuple. Son importance au sein de l'entourage du pharaon est appuyée par la construction de son propre mastaba dans le cimetière ouest, au pied de la pyramide. Ici, seules les personnalités proches du roi avaient l'honneur de pouvoir reposer dans leur dernière demeure. Revenons à l'édification de la pyramide de Khéops, joyau de l'architecture monumentale égyptienne, faisant partie des 7 merveilles du monde antique. Le complexe funéraire de Gizeh se compose de plusieurs bâtisses. Tout d'abord, le temple haut, accolé à la pyramide sur son côté est. Il servait de lieu de culte envers le pharaon. On y organisait des cérémonies quotidiennes le matin, dans l'après-midi et le soir. Il est relié par une chaussée menant vers le temple bas, surnommé le temple de la vallée, situé à 660 mètres en aval. Le rôle de ce second temple était d'être le point de départ du cas du pharaon décédé et de servir de quai. Avant de poursuivre notre visite du complexe funéraire, j'ouvre une courte parenthèse pour vous expliquer la signification du Ka. Dans la mythologie égyptienne, il se traduit comme le double spirituel ou l'énergie vitale d'une personne, l'accompagnant de sa naissance à ses derniers jours. Lors de son décès, le défunt momifié parcourt, par l'intermédiaire de son Ka, son voyage vers l'océan primordial, à bord d'une barque. Afin d'aider le pharaon Khéops à réaliser son voyage, 2 véritables barques furent placées dans 2 salles souterraines de part et d'autre du temple. Seule la barque découverte en 1954 est exposée au musée qui lui est consacré à proximité de la pyramide. Il s'agit d'une barque en bois de cèdre et d'acacia mesurant plus de 43 mètres sur 6 mètres de large avec un tirant d'eau de 1,50 m. Elle possède 10 rames ainsi qu'une cabine de 9 mètres de long placée au centre. Continuons notre visite du temple funéraire. À l'est et à l'ouest de ce dernier, on distingue 2 cimetières accueillant les tombes des hauts dignitaires proches du pharaon et des membres de sa famille. Le cimetière à l'est accueille les 3 pyramides annexes bâties pour chacune des 3 épouses de Khéops ainsi qu'une 4e à vocation de culte. On y trouve également 12 mastabas réservés aux proches du pharaon. Le cimetière ouest héberge les mastabas des autres membres de la famille et des fonctionnaires de haut rang, dont celui de Émiounou. Ce complexe funéraire se différencie de ceux de Saqqara par l'absence d'enceinte et de cour inférieure. Largement ouvert sur le plateau, juste un mur entoure la pyramide, symbole de séparation spirituelle et temporelle.
La somptueuse pyramide de Khéops est unique au monde par bien des aspects. Tout d'abord, elle se distingue par ses impressionnantes dimensions, 146 mètres de hauteur initiale pour une base carrée de 230 mètres. Toutefois, l'érosion a réduit sa hauteur actuelle à 137 mètres. Son orientation a été judicieusement pensée de manière que chacune de ses faces soit exposée exactement au degré décimaux des 4 points cardinaux. Mais alors, comment ce chef-d'œuvre architectural de l'Antiquité a-t-il pu être construit de façon tant symétrique alors que la mesure universelle métrique ne fut inventée qu'au XVIIIe siècle ? Les Égyptiens utilisaient une mesure de coudée royale dont la longueur, estimée par l'égyptologue Jean-Philippe Loher, s'établit entre 52,35 et 52,4 cm. En mesure égyptienne antique, la base de la pyramide mesure donc environ 440 coudées par 280 coudées de haut. Une autre particularité de cette pyramide est le phénomène d'apothème. Ses 4 faces sont légèrement et précisément incurvées vers l'intérieur le long d'une ligne suivant l'apothème. Ainsi, à un moment particulier d'ensoleillement sur la pyramide, un léger trait d'ombre sépare une face en deux. Photo prise par un pilote de la Royal Air Force en 1934 expose cet étrange phénomène lumineux. Ce dernier fut étudié par l'égyptologue mathématicien André Pochant lors de la même année qu'il baptisa le phénomène de l'éclair. Certaines théories évoquèrent l'hypothèse que cette forme géométrique servait à marquer les équinoxes. Toutefois, selon lui, André Pochant indique dans son ouvrage L'énigme de la Grande Pyramide que le phénomène est visible plusieurs fois dans l'année. De ce fait, l'hypothèse des équinoxes est contestée. Néanmoins, lorsque ce phénomène se produit, la pyramide révèle 8 faces au lieu de 4. La structure externe de la pyramide de Khéops est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre de calcaire ainsi que de 130 blocs de granit, ajustés à près de 70 mètres de hauteur, utilisés pour construire sa base. La construction est assez étrange. Généralement, il existe une proportionnalité entre la hauteur des pièces de construction et l'altitude de la pyramide. Plus la construction s'élève, plus la hauteur des blocs diminue. La pyramide de Khéops déroge à cette forme de construction car la hauteur de ces blocs tend à réduire, puis augmente, puis réduire à nouveau pour ensuite augmenter. Alors on distingue 18 cycles de variation de hauteur allant de 50 cm à 1,50 m. Cette structure externe était recouverte de blocs de revêtement en calcaire blanc, lisse et fin. Aujourd'hui, ce parement est presque totalement détruit, il reste uniquement quelques morceaux à sa base. Mais alors, comment des hommes ont-ils réussi à bâtir une pyramide aussi imposante ? D'où provenaient les matériaux ? Quels étaient les moyens techniques ? De nombreux égyptologues et archéologues se sont penchés sur cette question. Toutefois, la méthode de construction des pyramides reste au stade de l'hypothèse. N'étant pas le but de la vidéo, pour la suite je vais me contenter de vous rappeler rapidement la théorie officiellement supposée de sa construction. Bien sûr, cette dernière comporte son lot d'interrogations, c'est pourquoi je ferai une vidéo plus poussée sur la construction de cette pyramide qui viendra parfois déconstruire ce qui va suivre. Bref, un sujet passionnant qui mérite une vidéo complète. Voyageurs, vous êtes avertis, les odyssées en Égypte antique ne sont pas encore terminées. Les architectes de l'Ancien Empire ont toujours construit les nécropoles sur un plateau calcaire proche du Nil. Ils utilisaient divers matériaux, la pierre calcaire, le granit, le grès d'albâtre, la brique crue et la sénite. La pierre calcaire reste la plus largement utilisée pour la construction des pyramides. Elle est disponible sur place, facile à extraire, à tailler et à polir. Le grès, matériau très fragile, était peu utilisé. On le retrouve sur certains bâtiments annexes des complexes funéraires de Saqqara. Le granit fut employé pour recouvrir certaines pyramides. La syénite est une roche magmatique proche du granit. Ce matériau précieux provenant des carrières d'Assouan était acheminé par voie fluviale vers le plateau de Gizeh. Son usage était destiné à construire les lourds blocs de protection placés au-dessus de la chambre funéraire du roi dans la pyramide de Khéops. La brique crue n'est utilisée que pour les bâtiments annexes d'une nécropole. On retrouve ce matériau sur certaines petites pyramides érigées pendant la période du Moyen Empire. Quant à l'albâtre, cette pierre blanche composée de gypse ou de calcite, on la retrouve principalement dans les sculptures ou dans le sol d'un temple.
Lorsque les matériaux n'étaient pas à disposition du chantier, ils étaient transportés en barge sur le Nil lorsque celui-ci était en crue. Pour le transport terrestre des pierres, les Égyptiens utilisaient des traîneaux en bois tirés par un groupe d'ouvriers. Afin d'éviter les frictions du traîneau sur le sol, celui-ci était humidifié. On estime qu'une dizaine d'hommes pouvaient tirer un bloc de pierre dont le poids moyen est d'1,5 tonne. Les outils pour travailler le granit et le calcaire sont rudimentaires. En effet, il s'agit de masses, de burins et de marteaux. Pour les mesures, les Égyptiens recouraient à des niveaux, des règles et des équerres, voire des cordes pour évaluer les grandes distances. L'unique métal connu pendant l'Ancien Empire est le cuivre, qui permit la confection de ciseaux, de scies sans dents et de forêts. Pour l'élévation des pierres, lors de la construction de la pyramide, 2 hypothèses techniques sont établies, l'utilisation de rampes externes et de rampes internes. Pour l'élévation des pierres, lors de la construction de la pyramide, 2 hypothèses techniques sont établies, l'utilisation de rampes externes et de rampes internes. La technique de la rampe externe consiste à penser que les ouvriers montaient les pierres étage par étage en suivant une rampe en pente douce. Des recherches archéologiques ont démontré que ce type de rampe fut utilisé. Elle pourrait avoir été construite de 3 façons. Une rampe frontale apposée sur un seul côté de la pyramide, dont la largeur serait due au fil de l'édification de la pyramide avec une pente de plus en plus raide. Une rampe enveloppante consistant à entourer la pyramide au fur et à mesure de son élévation. Des rampes latérales se succédant longeant les 4 côtés de la pyramide. La méthode de la rampe interne est proposée par l'architecte Jean-Pierre Houdin. Il s'agit d'une rampe en spirale à angle droit construite à l'intérieur de la pyramide. Imaginez le nombre d'années qu'il a fallu pour construire un tel monument. Les archéologues s'accordent pour estimer la durée de l'édification entre 23 et 25 ans. La construction du chantier débuta dès les premières années du règne de Khéops. Selon les rares documents relatant cette époque, la préparation du chantier dura 6 ans. En effet, le terrain initial n'était qu'une vaste zone désertique et caillouteuse. Tout d'abord, il a fallu effectuer son terrassement à l'aide d'outils manuels. Une fois le sol nivelé, les ouvriers procédèrent au pavage en utilisant des blocs de calcaire. Les 10 années suivantes furent consacrées à la construction de la pyramide, des galeries souterraines et de 2 temples. Puis, le chantier fut démonté durant les dernières années. Les ouvriers étaient majoritairement des paysans employés en échange d'une rémunération lorsque les crues du Nil empêchaient le travail des champs. Ils étaient attribués au travail de force, manipulant et tractant les blocs de pierre. Des artisans participaient également au chantier. Ainsi, on leur confiait des tâches où le savoir-faire était requis, comme la taille des pierres, le terrassement ou encore la fabrication d'engins de construction. Une estimation porte le nombre total des ouvriers à environ 20 000 personnes. En 1988, l'archéologue Marc Lehner fit une incroyable découverte sur le plateau de Gizeh, la cité des ouvriers. Les fouilles permirent de dresser une représentation urbanistique de celle-ci. La cité ouvrière se situe au sud-est des tombes royales. La structure de cette ville repose sur 3 longues rues parallèles bordées de maisons. Apparemment, cette ville fut entourée d'un large mur dont la vocation reste encore inconnue. L'une servait de centre administratif royal, l'autre était dédiée au logement des contremaîtres et des inspecteurs des travaux. À côté du centre administratif était dressé un bâtiment qui devait probablement être utilisé pour le stockage des outils et des produits consommables. Les fouilles ont montré que la ville disposait de son propre port, localisé à l'est, permettant de réceptionner les matériaux transportés. La cité possède son cimetière, placé approximativement à 500 mètres à l'ouest, au pied d'une colline. Il suit une organisation hiérarchisée, les tombes des ouvriers sont disposées sur le plateau, tandis que les mastabas des responsables des travaux se trouvent au sommet et sur les flancs de la colline. Visitons à présent la structure interne de la pyramide. La pyramide de Khéops possède 2 entrées localisées au centre de la face nord. L'entrée originale, aujourd'hui bouchée, se trouve à 15 mètres de hauteur,
recouvertes de 2 énormes chevrons. Ce sont des monolithes de calcaire pesant des dizaines de tonnes ayant un rôle de décharge. La seconde entrée, placée en dessous, surnommée l'entrée des voleurs, est artificielle. Aujourd'hui, c'est par cette entrée que les visiteurs pénètrent dans la pyramide. Sa percée est attribuée aux ouvriers du calife Al-Marmoun en 820 après JC, curieux de découvrir ses trésors cachés. Cette ouverture donne sur un couloir d'une trentaine de mètres, débouchant vers 2 galeries. La galerie descendante, par ailleurs nommée la galerie du calife, longue de 105 mètres, est un tunnel d'une hauteur d'1,20 m sur 1 mètre de large. Autant dire que son accès n'est pas aisé. Il faut se tenir courbé pour parvenir jusqu'au bout. La température est humide, l'air se raréfie. Ce cheminement conduit à un couloir de 9 mètres, qui se termine sur une chambre souterraine inachevée où l'on peut enfin se redresser. Celle-ci est vaste, mesurant 14 mètres sur 8 mètres pour une hauteur sous plafond de 3 mètres. Elle ressemble à une carrière à l'état brut, comprenant un puits vertical de plus de 11 mètres. Creusé sur la demande de l'égyptologue britannique Howard Vyse en 1837. Aujourd'hui bouchée, ce n'est plus qu'une fosse entourée de garde-fous. Au fond de la chambre souterraine, un couloir s'étend au sud sur 16 mètres, puis se termine en cul-de-sac. La galerie ascendante est un long couloir de 39 mètres de long. L'embranchement d'origine se faisait par le plafond du couloir descendant. Une sable de liaison reliait les 2 couloirs entre eux. Par la suite, il fut bloqué par 3 gros blocs de granit rouge, probablement pour empêcher les pilleurs d'avoir accès aux chambres royales. Toutefois, dès la haute antiquité, ces bouchons de granit furent contournés en creusant à travers le calcaire. Cette galerie débouche à l'entrée de la grande galerie. Ici, un embranchement permet d'accéder à la chambre de la reine par l'intermédiaire d'une galerie annexe. On distingue également un second couloir descendant, surnommé la galerie des voleurs. C'est un endroit boyau vertical qui s'étend vers une petite salle dans la galerie du calife. Apparemment, la galerie des voleurs n'a pas été creusée lors de la construction initiale. En effet, elle perce la maçonnerie de la pyramide avant d'être creusée dans la roche calcaire. La galerie menant à la chambre de la reine s'étend sur plus de 32 mètres. Elle s'avère exiguë, ses dimensions étant uniquement de 1 mètre de large. Sa hauteur est progressive, commençant à 1,10 m pour se terminer à 1,70 m. L'appellation chambre de la reine est impropre, puisque les reines possèdent leur propre pyramide sur le complexe funéraire. Cette pièce, assez petite, car elle mesure seulement 5 mètres sur 5, est couverte d'une voûte à chevrons. Elle contient 2 prétendus conduits d'aération de 65 mètres de long, creusés dans les faces nord et sud, suivant un angle de 39 degrés. Tous 2 se terminent par une dalle dotée de poignées métalliques. À ce jour, leur fonction reste énigmatique, puisqu'ils ne débouchent sur aucune arrivée d'air. Dans la paroi côté est de la chambre de la reine, on remarque une petite niche à encorbellement s'élevant presque jusqu'au plafond. Elle comporte une cavité carrée fermée par une grille. La grande galerie permet d'accéder à la chambre du roi. C'est un long couloir de 47 mètres dont la voûte à encorbellement s'élève à 8,60 m. Au sommet de la grande galerie, on atteint la chambre des herses. Après les funérailles du pharaon, sa chambre fut fermée par un système de triple herse de granit. À vrai dire, il s'agit d'un petit local en granit contenant 3 herses mobiles qui ont disparu, probablement défoncées par des pilleurs. Une petite antichambre fait office d'entrée à la chambre funéraire royale. Elle est tellement petite qu'il faut se baisser pour la traverser. La chambre sépulcrale est étonnante. Son parement en granit recouvre le sol, les murs et les plafonds. La pièce est vaste, 10,50 m sur 5,20 m avec un plafond culminant à 5,80 m. Au fond se dresse le sarcophage, une grande cuve de granit d'une masse de 3 tonnes. Comme dans la chambre de la reine, on remarque 2 conduits de ventilation dont les débouchés extérieurs sont sur la face nord et sud de la pyramide. Le plafond est constitué de 9 imposantes poutres monolithes de granit jointives et parfaitement polies. Le plus surprenant, architecturalement parlant, ce sont les 5 chambres de décharge situées au-dessus de la chambre royale.
Il s'agit de 5 plafonds superposés, séparés par un espace, dont le dernier est disposé en chevron et marqué de la cartouche du pharaon Khéops. C'est grâce à cette inscription que les égyptologues estimèrent que la pyramide fut dédiée au pharaon. De plus, il existe une sape accessible par une échelle partant du sommet de la haute galerie et permettant d'accéder à la première chambre de décharge. Une seconde sape, en continuité à la première, percée par l'explorateur Vis, conduit aux 4 autres chambres. Chacune d'entre elles est constituée d'un sol et d'un plafond de poutres de granit. Leur rôle de décharge a souvent été contesté par les architectes contemporains. C'est une énigme vieille de plus de 4 millénaires. Où est le trésor de Khéops ? Mystérieusement, la chambre du roi est totalement vide. Hormis une cuve relatée comme sarcophage, les murs sont bruts, aucune peinture, aucune référence du pharaon dans la pièce où il aurait dû siéger pour l'éternité. Avec ses 2 millions de blocs de pierre, la pyramide du roi frôle la perfection. Un tombeau construit pour protéger la dépouille du pharaon, la pyramide de Khéops n'a jamais révélé l'endroit où le roi Khéops a été enterré. La momie n'a jamais été retrouvée, tout comme son trésor. Mais les dernières découvertes laissent planer bien des mystères. La pyramide de Khéops ne cesse de fasciner les scientifiques qui utilisent des moyens technologiques de pointe pour découvrir de nouvelles galeries ou de chambres secrètes. La mission scientifique Scan Pyramids fut lancée en 2015. Il s'agit de radiographier les 4 plus grandes pyramides égyptiennes par l'intermédiaire de muons qui sont des particules cosmiques. Grâce à l'usage de la thermographie infrarouge, une carte thermique des monuments révéla des vidéos sous la surface de ces géantes antiques. 2 missions de radiographie par muon ont pour objectif de vérifier et visualiser la présence de structures inconnues au sein de ces pyramides. Ainsi, la découverte d'un espace vide d'au minimum 30 mètres de long, aussi grand que la taille d'un avion de 200 places, fut découvert dans la pyramide de Khéops. Il est situé à 21 mètres du sol, s'étendant au-dessus de la grande galerie. Alors, de quoi s'agit-il ? D'une pièce destinée aux ouvriers afin de construire la grande galerie ? D'une seconde grande galerie qui aurait permis l'élévation des poutres des chambres de décharge posées sur le plafond de la chambre du roi ? Ou bien d'une antichambre contenant les effets personnels et les objets symboliques du défunt ? En tout cas, la pyramide de Khéops nous réserve encore de nombreuses surprises. Si l'on connaît le pharaon Képhren, c'est grâce à sa pyramide, la seconde de la nécropole de Gizeh. 4e fils de Khéops, ayant 2 frères aînés, rien ne laissait présager qu'il deviendrait pharaon. Toutefois, des événements inattendus le menèrent au trône. En premier lieu, son demi-frère Kaoubin, premier fils de Khéops, décéda avant son père. Lorsque ce dernier s'éteignit, ce fut Djedefré qui accéda au trône. À sa mort, contrairement à la tradition, ce ne fut pas son fils qui lui succéda, mais son frère Képhren qui fut choisi comme pharaon. Nous sommes en 2518 avant JC, Képhren règne alors sur le royaume d'Égypte, toujours autant prospère. Côté religion, le culte de la divinité Ré revêt autant d'importance que lors du règne de Khéops. Pourtant, le pharaon développe le culte d'Atum, le dieu créateur, à l'origine de tous les autres dieux, avec une certaine réussite, sans pour autant remettre en cause le culte de Ré. La pyramide de Képhren est la dernière des pyramides géantes et la seconde pyramide d'Égypte en taille. Elle se dresse à quelques mètres au sud-ouest de celle de son père, Khéops. Imposante et somptueuse, elle domine le complexe funéraire, composé d'une enceinte, d'un temple haut, d'une chaussée couverte de 495 mètres, d'un temple bas, d'une petite pyramide satellite et de 5 fosses à barques solaires. Légèrement plus petite que la grande pyramide, elle paraît cependant plus haute. Cette illusion d'optique est due au fait qu'elle fut érigée sur une proéminence rocheuse avec un angle d'inclinaison supérieur. Cette petite colline fut taillée en terrasse, puis les ouvriers y déposèrent des blocs de pierre correspondant à leur largeur. Ainsi, ils obtinrent une surface plane pour la construction de la pyramide. On peut considérer cette édification de la base telle une nouveauté. Jusqu'à présent, les pyramides épousaient la forme du sol, préalablement terrassé.
Le temple haut se caractérise par un bâtiment de 48 mètres sur 111 mètres, orienté est-ouest, bordé par les 5 fosses à barques qui se sont avérées vides. Ce temple funéraire est séparé de la pyramide et il n'en demeure que peu de vestiges. Construit en pierre calcaire, ses murs intérieurs étaient recouverts de granit rose comme les premières pierres d'assises extérieures. Son sol se compose de pierres d'albâtre. Une chaussée mène à un hall d'entrée se séparant d'une pièce en U et une antichambre. À partir de l'antichambre, on atteint une première salle, hypostyle, un espace fermé dont le plafond est soutenu par des colonnes. Puis, une deuxième et une troisième salle hypostyle mènent à une grande cour entourée de piliers isyriaques. Ces salles étaient publiques, le reste du temple étant réservé aux prêtres chargés de culte funéraire. Ce sont des appartements, au total 10 chambres et une chambre plus grande, qui comportent une niche contenant une stèle en forme de fausse porte. Le temple bas, il se situe en aval de la chaussée montante, placé contre un autre temple, celui du Sphinx. On suppose que son rôle servait de lieu d'embaumement du corps du pharaon avant de transporter la momie dans le temple haut pour la déposer dans le sarcophage qui rejoindra la pyramide. Ce bâtiment carré dispose de côtés mesurant plus de 44 mètres. Les murs extérieurs, hauts de 13 mètres, sont construits en calcaire et recouverts de granit rose d'Assouan. On distingue 2 portes sur la façade est, donnant sur un quai, et une autre entrée à l'ouest, reliée à la chaussée. Les 2 portes du quai étaient flanquées de 2 sphinx de 8 mètres de long sur 2 mètres de large. Chaque entrée mène à son propre vestibule, qui sont tous les 2 reliés à une antichambre de 20 mètres de long et d'une hauteur de 9 mètres 40. En 1860, les archéologues découvrirent un puits creusé dans le sol de la salle. Il abritait une magnifique statue en diorite représentant Képhren protégé par le faucon Horus, qui est désormais exposé au musée du Caire. Ensuite, l'antichambre s'ouvre sur une nouvelle salle hypostyle en forme de T dont le plafond est soutenu par 16 piliers monolithes en granit. Lorsque le temple fut trouvé lors d'extraction, les égyptologues découvrirent dans cette salle 23 statues en albâtre, en schiste et en diorite, représentant le pharaon assis. À chaque extrémité de la paroi ouest de cette salle T se trouve une porte. L'une conduit à 3 salles allongées comprenant 2 étages, tandis que l'autre donne accès à un couloir menant à la porte ouest pour rejoindre la chaussée montante. Cette dernière était couverte et son plafond percé d'ouverture pour laisser pénétrer la lumière. Comme la pluie pouvait s'infiltrer dans la chaussée, les architectes prévirent des tranchées d'évacuation. De la pyramide satellite, aujourd'hui disparue, il reste uniquement la fondation souterraine. En prenant une galerie descendant 10 mètres sous terre, sur la face nord, on atteignit une salle rectangulaire où les archéologues trouvèrent des ossements d'animaux, des scellements et des pièces de bois. Une majorité d'égyptologues suppose que cette pyramide fut peut-être destinée au cas de Képhren, tandis que d'autres pensent qu'elle pouvait peut-être être dédiée à l'une des épouses du pharaon. La pyramide de Képhren et sa pyramide satellite étaient entourées de 2 enceintes concentriques. 10,50 m séparent le bas de la pyramide de l'enceinte nord, alors que l'enceinte sud fut montée à 70 mètres de la pyramide. Elles étaient traversées par le temple haut. Ainsi, pour se rendre à la pyramide, il fallait tout d'abord entrer par le temple de la vallée, puis parcourir la chaussée et traverser le temple haut. La pyramide de Képhren s'élevait initialement à 143 mètres. Toutefois, elle perdit son pyramidon et sa hauteur actuelle n'est plus que de 136 mètres. Sa base carrée mesure 215 mètres de côté, avec une erreur de seulement 8 cm pour obtenir un carré parfait. Son inclinaison est de 2 degrés de plus que celle de Khéops, soit 53 degrés, s'alignant sur les 4 points cardinaux. Elle fut construite de la même façon que la Grande Pyramide, se composant de gros blocs de calcaire. Son revêtement est en pierre calcaire fine, en provenance de la carrière de Toura, à l'est du Caire. Aujourd'hui, ce parement n'est visible qu'au sommet de la pyramide, sur les derniers 45 mètres. Les premières rangées de revêtements de la base étaient parées de granit rose d'Assouan, transportés par bateau.
Contrairement à la Grande Pyramide, la maçonnerie est plus grossière car les blocs de calcaire ne sont pas joints par du mortier. À l'intérieur, la pyramide de Képhren est composée de galeries menant à une chambre souterraine et à la chambre funéraire. On distingue 3 entrées. L'entrée principale sur la face nord, une deuxième entrée cachée sous le pavage de la cour, puis une troisième entrée en boyau creusé par des pilleurs. L'entrée principale, s'élevant du niveau du sol à 13 mètres, mène à une galerie descendante de 37 mètres. Elle aboutit à un couloir horizontal muni d'une herse de granit. Celle-ci fut découverte en 1818 par l'archéologue italien Giovanni Belzoni. Il parvint à la soulever et à s'introduire dans un couloir horizontal d'1,78 m de hauteur et long de 11 mètres. En le parcourant, il arriva à une intersection de tunnels, dont une galerie principale menant à la chambre funéraire et 2 autres galeries descendantes, dont l'une d'elles est bouchée. La chambre funéraire est une pièce rectangulaire, excavée dans la roche, couverte de 17 paires de blocs de calcaire disposés en chevron. Ainsi, elle était protégée des 143 mètres de blocs de pierre assemblant la pyramide. Le sol de la partie est se compose de roches du sol naturel d'origine, tandis que celui de la partie ouest est dallé de blocs de granit. C'est dans cette dernière partie que trône le sarcophage qui fut taillé directement dans la pierre. La seconde entrée de la face nord s'ouvre sur un couloir descendant qui fut bouché par de gros blocs de calcaire. Aujourd'hui complètement dégagé, celui-ci conduit vers un couloir horizontal dont l'accès fut fermé par une herse identique à celle de la galerie supérieure. En traversant ce couloir, on parvient à une entrée située dans le mur ouest, s'ouvrant sur une courte galerie descendante menant à une chambre souterraine vide. Le couloir horizontal continue en une galerie ascendante vers l'embranchement de la galerie principale. Terminons la visite de la pyramide de Képhren par quelques mots sur le Sphinx. Cette statue monumentale représentant un lion à la tête humaine se dresse à côté du temple des vallées. De taille gigantesque, 73 mètres de long sur 14 mètres de large et d'une hauteur de 20 mètres, elle fait partie des plus hautes statues mondiales. Elle est constituée de plusieurs éléments. Le corps et la tête ont directement été taillés dans la roche d'un promontoire calcaire. Quant aux pattes tendues, elles furent ajoutées en maçonnerie. Selon les écrits de l'écrivain romain Pline l'Ancien et les traces présentes sur le visage, le corps et la tête du sphinx devaient être recouverts de plâtre peint en rouge. Quant au némès, la coiffe emblématique des pharaons en forme de foulard, elle devait être peinte en jaune et en bleu. Le visage du sphinx est fortement endommagé. Selon la légende, son nez fut détérioré lors de la bataille des pyramides commandée par Bonaparte contre les forces mamelouques en juillet 1798. On remarque un temple construit devant les pattes du grand sphinx. Sa forme est semblable à celui du temple de la vallée du pharaon Képhren. Aussi, il est construit dans son alignement, ce qui porte à croire que ce fut le même architecte qui le réalisa. En raison de la structure du temple, particulièrement les 2 portes d'entrée, parfaitement alignées sur le soleil levant et couchant, les archéologues en déduisent qu'il devait être un lieu de culte au dieu Ré. Des hypothèses tendent à prouver que le sphinx est une représentation du pharaon Képhren. Tout d'abord, on remarque une similitude entre le temple de la vallée et celui du sphinx, ainsi que la promiscuité de la statue. Aussi, il réside une ressemblance entre le visage du sphinx et celui du pharaon. Néanmoins, celle-ci reste subjective et ne rassemble pas tous les archéologues. Certains présument que le sphinx fut construit par Khéops, tandis que d'autres pensent que Djedefré ordonna son édification en hommage à son père. Leurs arguments s'établissent à partir du visage du sphinx qui ne comporte pas de barbe postiche dont le port débuta lors du règne de Képhren. Finalement, on ne peut affirmer qui est le sphinx. Il reste un mystère non élucidé des pyramides. Nous sommes sous le règne du pharaon Mykérinos, fils de Képhren. Son complexe funéraire contient la 3e pyramide du plateau de Gizeh qui marque la fin de l'ère des pyramides géantes. On estime sa période de construction entre 2532 et 2515 avant JC.
Placée au sud-est de la pyramide de Képhren, elle perdure la lignée familiale, autant dans sa situation géographique qu'architecturale. Le complexe funéraire comprend la pyramide centrale, entourée d'un mur d'enceinte, un temple haut, une chaussée couverte, un temple bas et 3 pyramides satellites. Bien qu'elles aient de nombreuses similitudes avec les pyramides de son père et de son grand-père, elles se distinguent néanmoins par quelques particularités. Tout d'abord, elles possèdent de multiples décorations de rectangles géométriques représentant de fausses portes, imbriquées les unes dans les autres. En outre, la structure de la chambre funéraire est différente, par la suite reprise par ses successeurs. Le temple haut se situe à l'ouest de la pyramide, dont il est relié par une chapelle. En entrant dans ce temple, on accède à une cour rectangulaire à ciel ouvert, donnant accès aux salles intérieures, ainsi qu'aux magasins abritant les offrandes alimentaires et le matériel culturel. Sur la face nord, un couloir mène à l'arrière du temple qui se compose de plusieurs chambres, de même qu'à la chapelle qui contient une stèle funéraire et une splendide statue en albâtre du pharaon. La chaussée couverte mesure 608 mètres. Quant au temple bas, son plan est semblable à celui de Képhren, autant par ses dimensions que par son agencement. Toutefois, on suppose qu'il fut terminé après le décès du pharaon, car le matériau utilisé est la brique crue épicée, un torchis appliqué pour la maçonnerie. Ces matériaux ne résistant pas autant, il reste uniquement de ce temple que ses fondations. Au début du XXe siècle, un égyptologue découvre dans une de ces salles 5 groupes de statues du roi accompagnés de divinités autrement nommées les triades de Mykérinos. Au sud de la pyramide se dressent 3 pyramides annexes alignées d'est en ouest. Chacune d'entre elles est dotée d'un petit temple de culte placé sur leur face est. La première est une pyramide à face lisse, alors que les 2 autres sont des pyramides à degrés. Leur taille est sensiblement la même, à quelques mètres près, soit 28 mètres de haut sur une base de 44 mètres. La première pyramide est considérée comme la pyramide du cas du pharaon. Toutefois, la découverte d'un sarcophage dans la chambre souterraine ainsi que le temple adossé sont des pistes pour identifier une sépulture de reine. Quant aux 2 autres pyramides, malgré la découverte d'un sarcophage contenant les ossements d'un corps de femme dans l'une d'elles et l'absence de sarcophage dans l'autre, personne n'a découvert à ce jour à qui elles étaient dédiées. Avec ses 65 mètres de hauteur initiale et sa base carrée de 105 mètres, elle se caractérise comme la pyramide la plus petite du plateau de Gizeh. Son inclinaison de 51 degrés est assez proche de la pyramide parfaite. La base repose, comme pour la pyramide de Képhren, sur un sol non terrassé. Comme ses pyramides sœurs, elle est composée de blocs de calcaire, revêtus d'un parement de granit rouge d'Assouan pour les 16 premières assises. Le pyramidon ayant également disparu, la taille actuelle de la pyramide est réduite à 63 mètres. On remarque une immense entaille verticale au centre de la face nord. Elle fut ordonnée au XIIe siècle par le sultan mamelouk Ousmane Bey qui recherchait l'entrée de la pyramide. Ce n'est qu'en 1837 que Vise découvrit à 4 mètres du sol l'entrée de la pyramide. Lorsque l'on franchit cette entrée, on atteint un long couloir descendant de 32 mètres menant à une chambre au mur de granit rose. Juste après, il y a 3 herses en pierre bloquant le passage. Il s'ensuit un couloir débouchant sur une antichambre de 14 mètres de long sur 4 mètres de large, haut de presque 5 mètres. Située à 6 mètres sous terre, elle dispose d'une fosse rectangulaire placée dans une niche abritant un sarcophage en bois gravé du nom de Menkaure, soit le nom égyptien du pharaon. Néanmoins, le sarcophage, ni peint ni doré, contient juste des ossements datant de moins de 2000 ans avant JC. De toute évidence, il ne peut s'agir du pharaon. Au-dessus de l'accès à l'antichambre s'ouvre une galerie ascendante de 6 mètres, se terminant en cul-de-sac par un gros bloc de pierre. L'accès à la chambre funéraire du roi fut découvert par l'archéologue Vise dans le sol de l'antichambre. En effet, un couloir descendant permet de la rejoindre. Cette chambre de 6 mètres de long sur 2,60 m de large est parée de granit rouge et couverte de grandes poutres en chevron taillés dans la même pierre.
l'égyptologue tombe alors sur un splendide sarcophage, original du roi, en basalte décoré d'un motif de façade de palais. L'archéologue décide de le démonter pour l'envoyer au British Museum. Après des efforts considérables pour l'extraire de la pyramide, il est ensuite emballé dans une caisse puis expédié à Alexandrie pour embarquer à bord du navire Béatrice en direction de l'Angleterre. Seulement, l'histoire prit une toute autre tournure car le navire n'atteindra jamais les côtes britanniques. A-t-il sombré lors d'une tempête? Ou bien a-t-il été intercepté par des pirates? Il ne reste aujourd'hui comme seul témoignage du sarcophage de Mykérinos qu'un dessin et une aquarelle. Peu avant l'accès à la chambre funéraire, une porte dans la paroi nord du couloir d'entrée s'ouvre sur un escalier de 6 marches. Il mène à 6 chambres de stockage disposées en dents de peigne creusées dans la roche. Avait-elle pour fonction de recevoir les vases canopes contenant les visères du pharaon ainsi que le stockage des couronnes? C'est une hypothèse qui à ce jour n'est pas confirmée. Quoi qu'il en soit, c'est le premier tombeau royal à contenir ce type de chambre et ce modèle sera repris pour la construction des pyramides des 5e et 6e dynasties. L'âge d'or des pyramides à Facilis est révolu et nous entrons dans la 5e dynastie. Les pharaons se succèdent et comme leurs prédécesseurs, ils firent construire leur tombeau pyramidal au centre d'un complexe funéraire standardisé. Ounas est le dernier pharaon de cette dynastie, mais le premier à inaugurer la série des pyramides à texte dans la nécropole de Saqqara. Il fait construire un gigantesque complexe funéraire selon la conception classique des sépultures royales de ses ancêtres en y apportant une nouveauté. Les galeries ainsi que les antichambres sont couvertes de hiéroglyphes expliquant comment faire le grand voyage vers l'au-delà et comment déjouer les pièges pour en revenir. Ces pyramides sont moins phénoménales que les pyramides de Gizeh, on est loin de l'ensemble architectural à Facilis. Le Moyen Empire s'étend entre 2061 et 1785 avant JC. La période intermédiaire entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire engendre la perte de pouvoir des pharaons au profit des gouverneurs des nomes. Les tombeaux des pharaons sont pillés et la tradition de construire un complexe funéraire pour le roi disparaît. C'est uniquement pendant la 7e dynastie qu'un rebond des traditions surgit avec une nouvelle période de construction de pyramides. Les plus célèbres sont la pyramide noire de Dachour et la pyramide blanche dans la nécropole d'Abara. Dès la fin du Moyen Empire, une seconde période intermédiaire s'installe, durant laquelle le pouvoir du pharaon se délite à nouveau au profit des gouverneurs des provinces. Le Nouvel Empire débute quand la suprématie fut restituée au pharaon vers 1550 avant JC. Néanmoins, les complexes funéraires et leurs pyramides s'éteignirent durant la seconde période intermédiaire. Deux raisons sont à l'origine de l'abandon des pyramides. D'abord, il y a le changement de culte. Au début du Nouvel Empire, le culte du dieu Ré est abandonné au profit du culte du dieu Amon, dieu de Thèbes, dont le nom signifie le cacher. Ainsi, la forme pyramidale, symbolisant l'ascension de l'âme du pharaon vers le soleil, n'est plus appropriée et fut remplacée par un tombeau rupestre. Ensuite, le Nouvel Empire établit sa capitale à Thèbes, qui ne dispose pas de larges plateaux calcaires permettant de construire des pyramides. Les environs sont composés de petites vallées étroites et de pics rocheux. Il faut donc s'adapter aux contraintes géographiques pour créer de nouveaux mausolées royaux souterrains. Ainsi naquit la fameuse vallée des rois, l'ultime demeure des pharaons du Nouvel Empire. Les splendeurs de la civilisation égyptienne antique ont été une source d'inspiration tout au long des siècles. Depuis qu'Hérodote, l'historien grec, a fait connaître l'Égypte, décrivant ses voyages dans ce pays au 5e siècle avant JC, on spécule sur la façon dont les Égyptiens ont édifié leurs monuments extraordinaires et on s'émerveille de la beauté de leurs arts et de leurs architectures. Depuis toujours, l'humanité cherche le sens à la vie et, conscient de sa mortalité, aspire profondément à l'immortalité. Cela n'est nulle part mieux illustré que dans l'Égypte ancienne.
Le voyage des pharaons vers l'éternité est immortalisé dans l'art, l'architecture et les écrits de l'Égypte. La civilisation égyptienne est née il y a plus de 5000 ans. Le berceau de la civilisation, ce fameux croissant fertile, entouré d'un désert s'étendant à perte de vue à la rencontre de l'Orient et de l'Occident. C'est là que le premier État multinational fut créé, que le premier système d'écriture fut inventé, que les concepts de royauté, de religion et de bureaucratie apparurent. Parmi les vestiges légués par l'histoire, résistants millénaires, les pyramides d'Égypte constituent les plus monumentaux. Construites pour les premières il y a plus de 4000 ans, les pyramides et leurs formes n'ont cessé d'évoluer pour aboutir aux pyramides à face lisse. Les plus célèbres sont celles de Gizeh, mais on en dénombre aujourd'hui plus de 90 sur l'ancien territoire des pharaons. Toutes ont été construites pour la même finalité, servir de sépulture aux grands personnages de l'État. Nous voilà arrivés à l'issue de la fabuleuse histoire des pyramides égyptiennes, ces incroyables colosses des sables dont l'une d'elles fait partie des 7 merveilles du monde antique, n'ont pas fini de nous impressionner.